Donc, j'ai le plaisir de vous présenter à présent, après cette magnifique performance, merci encore à Véronique, Jasmine, Dominique pour cette très très belle ouverture poétique, littéraire, artistique. Nous allons maintenant passer à la conférence inaugurale de cette matinée. Nous avons le plaisir de recevoir Julie Sermon. Julie est professeure en études théâtrales à l'Université Lumière Lyon 2. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages consacrés au renouvellement des langages, des formes ainsi que des pratiques textuelles et scéniques. Elle s'attache plus particulièrement au phénomène de décentrement à la fois théorique, esthétique et actorial qu'ils impliquent. Depuis 2017, elle consacre l'essentiel de ses activités d'enseignement et de recherche aux relations à double sens qui peuvent se nouer entre les arts de la scène et l'écologie, des réflexions dont elle propose un premier état des lieux dans l'ouvrage « Mort ou vif », contribution à une écologie sensible, théorique et pratique des arts vivants. Julie, je vous cède la parole pour cette conférence intitulée « Impact, adaptation, vulnérabilité, pratique et pensée des arts de la scène à l'heure du 6e rapport du GIEC ». Bienvenue Julie. Bonjour à toutes et tous. Alors je m'installe juste un tout petit peu. Je peux le déplacer un minimum ? Ouais. Alors je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Comme vous l'aurez entendu dans la présentation Biblio, je ne suis absolument pas spécialiste des questions de médiation culturelle. Mais je remercie Nathalie Casmajean de m'avoir invitée. Elle a estimé malgré tout que mes travaux pouvaient peut-être apporter quelque chose à ces journées. Alors, peut-être juste pour réexpliciter un tout petit peu le rapport que je peux avoir à la question des médiations et la raison de ma présence ici ce matin, je dirais que la première, c'est que le travail que je fais sur les écritures contemporaines, alors je suis spécialiste plutôt donc, du contemporain et principalement français. Ce qui m'intéresse dans les nouvelles formes qui s'inventent, les réinventions, les ruptures, à chaque fois je les envisage pas simplement, on va dire, de manière esthète, stylistique, mais j'essaie vraiment de comprendre en quoi ces formes peuvent venir nommer, en tout cas donner forme à des changements qui peuvent être culturels, philosophiques, politiques. Voilà, donc c'est une manière pour moi de me raccorder à la question des médiations. Et puis, ce qui explique a priori quand même davantage ma présence ici, c'est qu'effectivement, depuis 2017, j'ai choisi de travailler sur ces échanges à double sens qu'il peut y avoir entre les arts vivants et l'écologie. J'ai oublié, de vous mettre quand même à cette idée de comment j'envisage les formes. C'est peut-être mieux si je parle plus près du micro, ça va ? Parmi les sources d'inspiration très fortes qui ont guidé mon travail, il y a la pensée de Jacques Rancière et notamment cette approche qu'il a de la fonction politique de l'esthétique qui, pour lui, tient moins directement aux propos qui seraient énoncés, aux représentations, on va dire, littérales de telle ou telle figure, de telle ou telle situation, mais plutôt comment, par le travail des arts, on va déformer les représentations, on va réorganiser le partage du sensible. Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez inspirant pour moi. Et c'est en ce sens-là que je disais, voilà, je peux aborder les œuvres dans une perspective comme ça de médiation, non pas au sens de médiation culturelle, mais au sens de mise en forme qui va venir remodeler nos sensibilités, nos imaginaires, nos représentations. Voilà, donc ça, c'était pour le premier point. Et donc le deuxième point, c'est cette question du rapport à double sens entre art vivant et écologie. J'insiste effectivement sur la question du double sens, puisque d'un côté, alors je vous ai mis, c'est un petit promo, le livre qui est sorti. Je vais pas tellement parler de ce livre en fait ce matin, mais dans cet ouvrage, j'ai vraiment essayé de faire un peu la synthèse de ce que pouvait faire l'écologie aux pratiques et aux formes scéniques. Voilà, en quoi ça peut inviter les artistes à renouveler le type d'histoire qu'on raconte, renouveler le type de pratique qu'on développe, quelles nouvelles questions ça pose ou en quoi ça invite à les reformuler.
Mais mon idée aussi, c'était de se dire que les arts et les artistes ne sont pas simplement une caisse de résonance sociale, politique, scientifique, mais qui peuvent aussi peut-être modifier, là aussi, j'en reviens toujours à mes mêmes obsessions, contribuer à renouveler nos imaginaires, changer notre perception des choses. Et c'est cet aspect-là, à vrai dire, qui, moi, m'intéresse le plus en tant que chercheuse. Mais ça, c'est à titre personnel. Alors, tout ça, je vais essayer de... Est-ce que c'est possible d'avoir un tout petit peu plus de lumière sur le texte? Parce qu'en fait, je n'ai pas pris mes lunettes. Et si je suis près du micro, j'ai du mal à voir le texte. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous en régie. Sinon, je vais me débrouiller en tenant les feuilles comme ça. Donc, juste là, ce que je propose ce que j'ai proposé ce matin, c'est de repartir du rapport du GIEC, dont on a pas mal parlé ces derniers mois, même si... En fait, le moment où est sorti ce rapport correspond peu ou prou au début de la guerre en Ukraine. Donc, disons qu'il y a eu un effet de surclassage médiatique ou sous-classage médiatique. Mais voilà, ce dernier rapport, le 6e, paru fin février 2022, intitulé « Impact, adaptation, vulnérabilité », c'est des notions qui m'ont paru intéressantes comme point de départ pour essayer de penser justement ce que peuvent les arts de la scène en vue d'une meilleure cohabitation que je suppose éco-cosmopolitique, comme y invitait aussi l'appel à participation de ce colloque. Alors, je vais revenir tout d'abord sur la question des impacts et des vulnérabilités, même si ce sont des choses a priori connues. Ce qu'on sait, les analyses, les données sont convergentes, c'est que le modèle de développement capitaliste, à savoir un modèle fondé sur la croissance infinie et donc l'exploitation illimitée des ressources, ressources matérielles, physiques, mais aussi ressources humaines, la circulation mondialisée des marchandises et des travailleurs, on sait juste en termes de bon sens, que ce modèle n'est pas compatible avec une planète qui est par définition finie, et que ce modèle de développement outrancier vient menacer les équilibres bio, physiques, chimiques, qui sont à la fois fragiles, complexes, qui jusqu'à présent, en tout cas pour une période assez longue de l'histoire de l'humanité, ont soutenu et conditionné l'habitabilité de cette planète. Alors on pourrait montrer de nombreuses images catastrophiques qui viennent illustrer les phénomènes de dérèglement qui sont en cours. Il ne m'a pas paru spécialement nécessaire, on a tous ce genre d'images à l'esprit, et puis pas opportun d'en choisir une plutôt qu'une autre. Donc je ne vais pas montrer d'images de catastrophes. Ça m'a paru d'autant moins nécessaire que toute une partie de ces catastrophes, en fait, ne sont pas spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a beaucoup en tête les perturbations, dont se réjouissent les blockbusters éco-apocalyptiques, dont je suis par ailleurs une cliente aussi. Il n'y a pas de mépris sur ça, mais disons qu'il y a une espèce comme ça de fascination pour les méga événements climatiques. En fait, la plupart des très graves perturbations en cours ne sont pas visibles, et c'est un des problèmes aussi de notre difficulté à les appréhender dans toute leur gravité. Mais finalement, je me suis dit que ce qui était sans doute une des meilleures illustrations possibles de là où on en est, c'est ces pictogrammes que vous connaissez bien. Ce sont les pictogrammes avec lesquels on a appris à vivre, à se déplacer, à consommer, à faire le ménage. Bon. Et finalement, je me dis que de manière littérale, comme de manière plus figurée, ça peut qualifier vraiment et l'état de notre monde et puis aussi l'état de notre rapport au monde. Voilà, on peut reprendre chacun, mais voilà, explosif, sous pression, corrosif, inflammable, toxique, dangereux. Enfin voilà, on pourrait qualifier de la sorte et l'état du monde et notre rapport au monde. Alors évidemment, il me semble, en tout cas je suis assez convaincue que les arts n'ont pas la capacité, ni même, je pense, la vocation à résoudre l'état du monde. Par contre, il me semble qu'ils peuvent agir sur justement le rapport au monde qu'on entretient. Ce rapport au monde étant lui-même une manière d'agir sur les actions qu'on y conduit. Alors depuis tout à l'heure, là aussi, je parle de nous, de notre rapport au monde, et il faut quand même préciser les choses.
il est clair qu'en tant qu'humain, on appartient toutes et tous à une même espèce, celle des Homo sapiens. En même temps, il faut aussi bien garder à l'esprit que c'est quand même une toute petite partie de l'humanité qui est responsable des dérèglements en cours, et en l'occurrence, cette toute petite partie de l'humanité, c'est celle qui vit dans les pays occidentaux, et au sein de ces pays occidentaux, les plus privilégiés et favorisés de ces personnes. Voilà, encore une fois, qui portent la responsabilité, directe ou indirecte, des dérèglements qui viennent bouleverser, sinon réduire à néant, les conditions d'existence de l'ensemble des êtres vivants qui composent notre planète. Donc, quand je continuerai de parler de notre rapport au monde et sous-entendu toxique, c'est à cette partie-là de l'humanité que je me réfère, sachant aussi, là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais ça me paraissait important de le rappeler, c'est aussi cette partie-là de l'humanité qui, en raison de cette situation économique et géographique, subit et subira le moins violemment les effets dévastateurs des dérèglements en cours et à venir. Donc, je vous ai mis une petite synthèse de l'état de vulnérabilité qui a été établi par les chercheurs et les chercheuses du GIEC. Et ils sont très clairs sur ce point. Le réchauffement climatique, la destruction des écosystèmes et de la biodiversité auront globalement de très puissantes conséquences sur l'organisation et la désorganisation des sociétés humaines. Mais encore une fois, comme le montrent ces indicateurs, les perturbations alimentaires, sanitaires, économiques, politiques, sociales que le réchauffement plus ou moins intensif de la planète ne manquera pas de provoquer. Et ça, encore une fois, il s'agit aussi de prendre acte de ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on va y échapper. La question, c'est jusqu'à quel point on le prend très brutalement et frontalement, ou on essaie d'atténuer les effets. Donc ces conséquences et ces perturbations graves se manifesteront de manière très inégale et plus ou moins brutale selon les différentes régions du monde. Et comme on peut s'en douter, les régions qui sont déjà les plus pauvres et qui subissent déjà les températures les moins clémentes, à savoir les plus tropicales, seront aussi les plus vulnérables. Alors c'est pourquoi à l'occasion de ce rapport, le président du GIEC, Oh-Sung Lee, a déclaré avec une gravité nécessaire. Donc ce rapport est un terrible avertissement contre les conséquences de l'inaction. Il montre que le changement climatique constitue une menace grave et croissante pour notre bien-être et pour la santé de la planète. Les mesures que nous prenons aujourd'hui détermineront la manière dont les populations s'adapteront et dont la nature réagira à l'augmentation des risques liés au climat. Alors, une fois... désolée d'ouvrir la journée comme ça, mais je sens que l'atmosphère est un peu lourde. Rapporter à l'énormité des risques, des problèmes environnementaux, sociétaux, mentaux aussi, que cette conjoncture, auquel cette conjoncture planétaire nous confronte, il est clair que se poser la question des arts vivants peut sembler une chose assez dérisoire, pour ne pas dire futile, et c'est une question à laquelle je me confronte très, très régulièrement. Alors, après, la manière que j'ai pour l'instant d'y répondre, c'est que, encore une fois, il me semble qu'il ne faut pas se tromper de débat, c'est-à-dire soit effectivement on dit on fait plus d'art parce que la seule chose qui importe maintenant c'est d'essayer de sauver ce qui peut l'être et de réparer ce qui peut l'être, et tout le monde se mobilise pour ça. Si on se dit que les arts ont encore un rôle à jouer, il me semble que ce n'est pas du côté de leur capacité à résoudre les crises, mais de contribuer justement par leur mode opératoire spécifique, que je vais ensuite déplier. Ils peuvent, me semble-t-il, favoriser une transformation de nos imaginaires, de nos ressentis, de nos visions, de nos perceptions. Et donc, selon leur mode opératoire spécifique, ils peuvent finalement lutter contre l'inaction et œuvrer, encore une fois à leur façon, à la résilience de nos sociétés, puisque finalement, ça permettrait de s'attaquer, on va dire, aux sources culturelles, mentales, sensibles du problème. Alors, je vous ai mis une autre citation. Donc, j'ai choisi celle-ci, mais il pourrait y en avoir d'autres, parce que c'est un constat assez largement partagé par les chercheurs en humanité environnementale.
C'est une revue qu'on peut trouver en ligne et l'accès est gratuit. Donc voilà ce que nous disent ces chercheurs donc dans un article qui commence déjà à dater de 2014. Les disciplines dites STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, qui se taillent la part du lion de l'attention du public et des financements, en sont venus à reconnaître que le savoir scientifique est en lui-même insuffisant pour répondre avec succès à l'instabilité climatique, à l'érosion des sols, à la pénurie d'eau douce et à tout un ensemble d'autres affections socio-écologiques chroniques. Car le fait est que la crise écologique n'est pas seulement une crise de l'environnement physique, mais aussi une crise de l'environnement culturel et social, des systèmes de représentation et des structures institutionnelles par lesquelles la société contemporaine comprend et réagit aux changements environnementaux ou ne le fait pas, d'où la crise. Donc, ce qu'ils nous disent ici, c'est qu'évidemment, on peut tous constater que voilà, il y a des crises très concrètes, physiques, biologiques, des équilibres, mais un des constats que font les chercheurs en humanité environnementale, mais les scientifiques aussi, c'est que manifestement, les alertes des scientifiques ne suffisent pas à nous mettre en mouvement, puisque ça fait quand même plusieurs décennies maintenant qu'ils alertent. Et donc la question, c'est de se dire aussi de quelle manière on peut faire que les personnes en fait se sentent concernées, se sentent touchées, croient à la réalité de ce qui arrive, sachant que pour l'instant, on va dire, en tout cas quand on est dans des pays occidentaux, ça nous paraît encore un peu loin, ou alors ça va être un événement comme ça soudain, mais on parle encore de attention, la crise climatique va arriver. La crise climatique, elle est déjà efficiente pour beaucoup de gens. Voilà, il y a des gens qui meurent en Inde de chaleur. Enfin, donc, à un moment, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'on ne fait rien, ou quasiment rien, et dans quelle mesure les arts pourraient, du coup, arriver à donner de la consistance à ces savoirs, et arriver, non pas simplement, il ne s'agit pas simplement d'effrayer ou de culpabiliser les gens, parce que je pense pas que c'est un moteur d'action très pertinent, mais d'arriver à se dire, finalement, on peut parvenir à construire d'autres valeurs, à se projeter dans un avenir qui serait non seulement soutenable, mais aujourd'hui, ça serait juste habitable, équitable, et du coup, aussi, on peut le souhaiter, en tout cas, moi, j'en suis assez convaincue, désirable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement, sortir un peu de cette idée que ça serait forcément punitif de renoncer à s'acheter toutes sortes de choses qui nous paraissent aujourd'hui peut-être importantes. Bon, voilà, on peut travailler sur d'autres valeurs et se donner d'autres horizons collectifs. Voilà, donc l'idée, c'est que peut-être que par le travail de la représentation, de l'imaginaire, du sensible, par l'invention d'histoires, de gestes et de formes qui, dans le cadre du spectacle vivant, sont en plus partagés collectivement. Donc c'est important ce contexte-là aussi de comment on brasse ensemble, on va dire, un ensemble d'histoires et d'émotions. Comment tout cela peut venir interroger, décaler, renouveler nos habitudes de pensée, nos habitudes de perception, nos manières de faire. Et l'idée, du coup, c'est de se dire que par ces gestes et ces formes qu'ils proposent, les artistes, en tout cas, il me semble, pourraient contribuer à nourrir ce qui est pointé comme dans le rapport du GIEC comme les conditions nécessaires, les conditions sine qua non du passage à l'action. Alors j'ai surligné en gras, mais ça se voit peut-être pas très bien là-dessus. En tout cas, c'est l'idée de pouvoir renforcer nos connaissances et nos capacités. Et puis la notion que je trouve aussi intéressante, en tout cas qui m'a saisie quand j'ai lu, c'est l'idée de créer des conditions catalysantes. Alors, dans le rapport du GIEC, ils ne disent pas ce que c'est des conditions catalysantes, mais si on part de la définition de la catalyse, c'est une opération chimique qui va accélérer ou ralentir un processus de réaction en cours. Voilà, on pourrait dire qu'effectivement, les arts et les pratiques artistiques peuvent être des accélérateurs ou des ralentisseurs de réactions mentales et sociales en cours. Voilà, ça serait ça mes hypothèses qui me donnent l'envie de continuer à faire ce que je fais jusqu'à ce que je change radicalement de métier. Alors, je vais maintenant justement vous parler un peu plus précisément de la façon dont les arts et les artistes peuvent contribuer à nous mettre comme ça sur des voies d'adaptation et de résilience.
En précisant que tout ce que je vais vous dire, ça reste assez théorique. Alors dans le sens où aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'exemples concrets, je vais essayer de donner comme ça des pistes possibles qui peuvent aussi être appliquées plus généralement. Déjà un corpus, notamment au Québec, que je ne connais pas ou mal, et aussi peut-être dans d'autres disciplines artistiques. Et puis, c'est aussi un point de vue spéculatif au sens donc non seulement au sens où c'est théorique, mais aussi au sens où c'est un pari avantageux fait sur l'avenir. Voilà, donc je souhaite que ça se passe comme ça. Je ne sais pas si ça se passera comme ça, ni si ça sera suffisant. C'est sûr que ce ne sera pas suffisant, mais disons que... je voulais rappeler aussi que pour moi, c'est pas parce que... il faut garder à l'esprit que les meilleures intentions des artistes ne font pas forcément des bons spectacles. C'est-à-dire qu'on peut être animé de convictions très sincères, on peut avoir le désir de changer les choses. C'est pas du tout assuré que ça marche sur les spectateurs et c'est pas du tout assuré que ça donne un spectacle intéressant esthétiquement. Alors peut-être que j'ai du mal à me sortir de ce paradigme bourgeois de l'art où il faudrait que l'art produise quelque chose d'autonome, de spécifique, une beauté, un effet singulier. Donc pour l'instant, je suis pas sortie de cette idée-là et il me semble que là aussi, s'il y a une puissance propre aux arts, c'est dans les formes singulières et les expériences singulières qui vont nous faire vivre. Et le message qu'ils auraient à faire passer sera d'autant plus puissant et ancré durablement que justement la forme nous aura bouleversés, touchés d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas savoir quels effets auront les arts. C'est aussi quelque chose que défend très très fortement Jacques Rancière, que j'évoquais au début. Et c'est pas grave en fait, puisque les arts sont autre chose qu'une opération de communication. On ne construit pas un spectacle comme on va normer une campagne de publicité ou d'information. On ne va pas mesurer les effets des œuvres d'art, soit avec des capteurs sur le cerveau des spectateurs, soit avec des études statistiques. Voilà, peut-être qu'un spectacle dont vous sortez bouleversé n'aura plus aucun effet dans 3 jours, et à l'inverse, un spectacle qui, sur le moment, vous aura laissé pas forcément indifférent, mais un peu circonspect, va vous habiter peut-être très très fortement 10 ans, 15 ans encore après. Voilà, donc on ne sait pas à quel endroit et pour quelles raisons un spectacle peut toucher les spectateurs, mais on sait que ça arrive. Alors, aujourd'hui, je vais développer quelque chose que j'avais pas vraiment développé dans Mort ou Vif. Ce sont les différentes modalités que peuvent déployer les artistes d'une manière, pour le coup, dans des stratégies assez militantes. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je pense que ça a à voir. C'est là où la fonction de médiation de l'art peut être la plus évidente. Et puis parce qu'en dépit de tout ce que je viens de dire sur la nécessité de préserver l'autonomie artistique, je pense que quand on est dans un contexte où il y a un tel écart entre ce que disent les scientifiques et puis ce que ne font pas les politiques, il y a un tel écart entre, en tout cas, les belles paroles politiques et l'absence concrète de gestes, qu'il est normal, dans ce contexte, que les artistes aient plutôt envie de se placer du côté des scientifiques et cherchent à résoudre, justement, ce déficit d'action et à faire en sorte que les œuvres elles-mêmes soient agissantes. Voilà, donc je vais vous présenter deux typologies qui ont été élaborées par des chercheurs qui ne sont pas des chercheurs en études théâtrales, mais en art visuel, mais ça peut s'appliquer. J'ai pas du tout regardé. Il est 10h10, c'est ça ? Et je peux parler jusqu'à 1h30. Oui, non, mais ça ira très bien. C'est juste que comme je ne lis plus du tout mon... Normalement, on devait terminer à 1h30 complètement. Il y a des questions. Est-ce que 10 minutes Eh bien, je fais en sorte que oui. Oui, mais je vais faire la version compacte. Alors, la première typologie, donc celle proposée par Linda Weintraub, en fait, elle propose comme ça sa typologie, c'est un modèle comme ça combinatoire. Elle a étudié des pratiques éco-artistiques des années 70 au début des années 2010.
Et elle repère, à partir de l'étude de ce corpus, 10 thématiques majeures, 10 approches majeures. Donc les thématiques, c'est ce dont les œuvres parlent. Les approches, on va dire, c'est plutôt le courant écologique dans lequel s'inscrivent les artistes. Et puis les stratégies, et c'est ces stratégies qui m'intéressent, puisque là, pour le coup, on peut vraiment les appliquer assez généralement. Donc les stratégies, c'est ce que visent à produire les artistes du côté du public. Alors, il y a instruire, il s'agit de communiquer des informations, d'éduquer les spectateurs. Intervenir, il y a une volonté d'une action directe en lien avec essayer de résoudre un problème. Ça peut être un problème social comme un problème environnemental, puisque les problèmes environnementaux créent des problèmes sociaux. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des problèmes avec les ours ici, nous, dans les Pyrénées, en France, on a des problèmes avec les loups, qui créent en fait des conflits d'usage entre ceux qui veulent réintroduire le loup, les bergers qui sont bouffés leurs moutons, etc. Bon, par exemple. Et des artistes peuvent faire des médiations sociales. Visualiser, ça consiste à rendre justement perceptibles des phénomènes qui sont invisibles ou par les moyens de l'art. Métaphoriser, c'est recourir à la puissance du récit ou de l'image pour faire comprendre des choses qui sont complexes. Activer, c'est l'idée d'impulser de l'énergie aux spectateurs et spectatrices. Célébrer, c'est plutôt l'idée de rendre grâce à un lieu, une entité non humaine, de nous mettre en position de célébration d'autres choses que nous-mêmes. Perturber, c'est le désir de créer plutôt, de placer les spectateurs et spectatrices dans une situation d'inconfort, des situations qui vont les troubler, les déranger. Dramatiser, c'est le désir comme ça de créer, de mettre en forme une situation de telle sorte qu'elle va créer une émotion forte chez le public. Satiriser, c'est ridiculiser, déconstruire en général les pouvoirs dominants. Et puis enquêter, c'est plutôt avoir une démarche d'inspiration scientifique et mieux faire connaître les choses. Voilà, donc en fait, ce sont ces 10 stratégies, il me semble qu'elles peuvent être interprétées comme des actes de médiation menés par les artistes en lien avec le public et du coup de faire comme ça d'être des intercesseurs, des intermédiaires entre les savoirs scientifiques, contribuer à mieux les faire connaître, continuer à mieux faire comprendre comment le monde fonctionne, avec l'idée aussi que ça puisse, là aussi, si on comprend mieux et si on concrétise un certain nombre de savoirs qui sans ça demeurent abstraits, ça peut nous inviter à changer d'action. Et puis parfois, les œuvres sont elles-mêmes directement considérées comme des actions visant à résoudre des problèmes. Voilà, donc en gros, il y aura un peu 3 positions, les artistes comme intermédiaires, les artistes comme aussi faisant acte de remédiation, au sens de réparation d'un système ou d'une situation, et puis d'autres artistes qui vont plutôt jouer des spécificités du médium, en l'occurrence théâtre, pour agir sur les mentalités et les représentations. Ce sera un peu ça ma manière de répondre aux articulations de la médiation qui nous rassemblent. Et dans cette idée de la cohabitation, c'est faire en sorte de préserver et de faire en sorte que la cohabitation avec d'autres espèces et dans des endroits et des milieux aussi divers que possible puisse continuer. C'est ouvrir aussi sur des imaginaires où on aurait la place centrale et supérieure que les humains blancs occidentaux se sont arrogés. Voilà, réinscrire ça dans des économies et des écologies plus complexes et respectueuses. Voilà, donc aussi bien dans les imaginaires, les pratiques, ces formes peuvent agir sur la notion de cohabitation. J'espère que c'est pas trop brouillon parce que là je fais une espèce de mélange de beaucoup de choses. Je vous montre quand même rapidement l'autre typologie, c'est donc Andrew Brown. Lui, il a une typologie plus simple, puisqu'il propose 6 types d'œuvres. Donc, on va dire que du point de vue esthétique, c'est encore plus sommaire que Linda Weintraub, parce que là, on n'a aucune idée de... oui, parce que ce que je voulais dire, sur Linda Weintraub, c'est que cette typologie, elle est intéressante,
du point de vue des stratégies, mais pour moi, elle pose deux problèmes. C'est que, d'une part, elle suppose que les intentions des artistes vont avoir un effet immédiat, alors qu'un artiste, peut-être qu'il a envie de nous perturber, mais il va faire que nous ennuyer. Et à l'inverse, peut-être un artiste qui aurait envie de nous informer, il va profondément nous perturber. Donc voilà, elle n'interroge pas du tout la linéarité des effets. Alors que voilà. Et puis surtout, elle ne nous dit pas du tout quelles sont les modalités sensibles, esthétiques qui sont déployées, puisqu'il y a 1000 manières de dramatiser, il y a 1000 manières de célébrer, il y a 1000 manières de perturber. Et ce sont des outils intéressants pour dire, tiens, qu'est-ce que cherchent à faire les artistes, mais elle ne nous renseigne pas du tout sur le comment. Et voilà, il me semble que le comment est quand même décisif. Mais malgré tout, elle reste plus fine dans son approche que cette typologie qui, elle, est très clairement, elle pense le rapport des œuvres et de comment les artistes se positionnent vis-à-vis de l'écologie, mais ils ne nous disent pas du tout quel type d'œuvre ça crée, et quel type d'esthétique ça fait naître. Ce qui me semble quand même intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette typologie, que j'espère vous avez eu le temps de le lire, parce que je ne vais pas la lire, en fait, c'est comment justement les artistes articulent leur œuvre et ce qu'ils espèrent faire du point de vue en termes d'action écologique. Et en fait, si on reprend la typologie de Brown, donc j'ai repris la typologie 1, enfin les œuvres de type 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je les ai redistribuées ensemble. En fait, on voit que la visée du geste, dans certains cas, c'est faire naître des actions ou des réactions écologiques. Et donc là, on dit que l'œuvre, elle est comme une impulsion. C'est à venir, et c'est plutôt du côté du public. Dans les œuvres de type 2 et 3, l'œuvre elle-même est plutôt le résultat d'une démarche écologique. Et dans ce cas, l'écologie, elle a d'abord agi sur les artistes eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est une chose intéressante du point de vue esthétique, puisqu'on se dit aussi que justement, le souci de l'écologie peut faire naître de nouvelles formes, de nouveaux processus de création. Mais c'est un peu les seules catégories qui interrogent ça. Et puis, dans les œuvres 5 et 6, en fait, c'est l'œuvre elle-même qui constitue le geste écologique. Et là, ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure sur notamment la remédiation ou l'intervention. Que vous dire pour conclure ? Je passe sur tout ça. Je résume Sandra Lucbert. Je voulais terminer sur deux positions. C'est une écrivaine franco-belge, je crois, qui dit aujourd'hui, parce que la question, enfin une des questions que ça pose, c'est de se dire jusqu'à quel point le souci de l'écologie instrumentalise ou pas les artistes. Et le fait j'ai lu cet article il n'y a pas très longtemps, c'est des artistes qui me l'ont eux-mêmes conseillé, et je trouve la manière qu'elle a de poser le problème vraiment intéressant. En gros, elle dit c'est très bien de continuer à défendre l'autonomie de l'art, mais dans certains contextes, en fait, on est requis. Et que si tous les artistes continuent à se soucier que de leur art, ça veut dire qu'on ne change rien, on ne tente rien pour faire changer les choses. Et du coup, on devient des alliés, pas objectifs, mais des alliés de fait d'un ensemble de choses qui sont aujourd'hui insupportables. Donc voilà, donc cette idée qu'à un moment on peut être requis par la situation, pardon, mais elle insiste sur l'idée qu'il y a malgré tout une nécessité de métaboliser. Il ne s'agit pas de faire de l'art à thèse. Elle dit en fait quand on parle d'art à thèse, en fait c'est juste que c'est pas de l'art. C'est un tract déguisé en roman, c'est un manifeste déguisé en spectacle, mais la spécificité d'un art qui serait politique, c'est d'abord de l'art. Et qu'il a justement transformé dans sa manière sensible spécifique les visions du monde que d'autres par ailleurs pourraient porter de manière militante. Et puis la deuxième et dernière citation que je voulais partager avec vous, c'est un dossier qui est paru là aussi cet automne, et que je trouve assez intéressante parce que ça pose la question aussi de la volonté de sortir un peu du vieux débat entre forme et fond, entre
artiste militant ou artiste, vrai artiste, entre guillemets. Et voilà ce que nous dit Cavallin. Alors il repart d'Adorno et il rappelle donc que l'intention bonne est impuissante. Donc je lis la citation. Les écrivains qu'a dupé le leurre de la praxis n'agissent pas plus qu'ils n'écrivent, parce qu'en haine du formalisme, ils refusent de s'intéresser au problème de la forme et que dans les œuvres littéraires, malheureusement pour eux, c'est la forme qui agit. Adorno écrit à propos de Kafka et de Beckett l'intransigeance absolue de leurs œuvres, c'est-à-dire justement ces moments qu'on a condamnés pour formalisme, leur confère la force effrayante que n'ont pas les poèmes parfaitement inutiles sur les victimes. Ils produisent un effet à côté duquel les œuvres officiellement engagées ont l'air de jeux d'enfants. Ils font naître l'angoisse dont l'existentialisme ne fait que parler. Il conclut, les œuvres engagées ne sont pas les œuvres qui disent de faire, mais les œuvres qui font ce qu'elles disent. Elles ne l'exhortent pas à agir, sous-entendu le récepteur de l'œuvre, elles se contentent d'agir sur lui, sa forme est performative. Voilà, donc c'est un peu paradoxal comme conclusion sur la médiation, mais je voulais aussi, je vous ai dit que je n'étais pas spécialiste de médiation, donc je voulais aussi terminer sur quelque chose qui, je pense, est important malgré tout, que en tout cas les œuvres en fait sont ce qu'elles vont faire naître en nous, elles n'ont pas forcément besoin de l'expliciter littéralement. Alors peut-être après que pour faire accéder à ce que les œuvres peuvent faire naître en nous, on a besoin de médiateurs, mais ça je vous laisse vous en occuper, parce que c'est pas du tout mon domaine. Voilà, du coup j'arrête comme ça. Merci beaucoup, Julie. Ce micro fonctionne, donc je vais demander à notre équipe de nous aider Sophie, à bouger les lutrins. On va s'installer pour la période de questions ici, Julie, avec les micros. Voilà, donc on va prendre l'autre micro aussi pour Julie. Je vais vous donner celui-ci. Vous pouvez vous installer. Et je suis toute seule pour les questions. Pour la période de questions. D'accord, très bien. Oui, voilà. On aurait dû changer la disposition tout à l'heure, mais on était subjugués par la performance. On a oublié de désinstaller tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais commencer par demander à Noémie s'il y a des questions qui nous proviennent du Zoom. Noémie ? Non, pas de questions ? Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, une question. Monsieur, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous déplacer. C'est William. À te déplacer pour le Zoom, pour qu'on puisse bien t'entendre également. Merci beaucoup. Je pense que ça ouvre très bien la journée. Très intéressant. Ma question, vous partiez de Rancière et dans les typologies que vous présentiez, il y avait vraiment finalement une forme de représentation artistique, émetteur, artiste, récepteur, public. Et donc Rancière propose aussi des formes de représentation en lien avec l'esthétique et la politique qui touchent par exemple la communauté qui se performe elle-même. Donc où est-ce que la distinction émetteur-récepteur devient finalement un peu superflu. Il prend l'exemple du chœur dans un orchestre. On pourrait penser à des formes de danse, on pourrait penser aux arts participatifs qui peuvent intéresser plusieurs personnes ici. Je demandais, est-ce que dans ces formes-là de représentation artistique, vous voyez aussi des avenues pour agir au niveau de la crise climatique, pour agir au niveau de l'invention de valeurs, au niveau de ce que vous voyez que les arts pouvaient faire sur ce front-là? Merci. Merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien répondre à cette question. Alors, parce que ce que dit Rancière, effectivement, c'est que les formes artistiques viennent reformuler en fait le concept même de communauté, c'est-à-dire qu'il permet d'inclure de ceux qui en étaient exclus, il permet de réinterroger les frontières de cette communauté, et il permet surtout de faire apparaître sous un nouveau jour, de donner à entendre et à voir différemment ceux qu'on voit et qu'on entend en leur assignant une certaine place dans la société. Donc ça, c'est déjà par rapport à la notion de communauté chez Rancière. Du coup, je pense que le fait, par exemple, effectivement, de mettre en scène des êtres, des personnes, des entités à qui on n'accorde pas d'habitude de visibilité, d'importance, contribue effectivement à modifier ce périmètre et à remodeler la communauté. Après, j'aurais l'impression, mais ça, il faudrait demander à Rancière,
j'ai l'impression que si ça se fait de manière trop littérale, il aurait tendance à considérer que c'est on va dire un rapport éthique à l'art plus qu'un rapport politique. Parce que pour lui, en fait, dès qu'il y a une approche en fait qui serait accueillante, consensuelle finalement, c'est problématique. Donc du coup, je réponds comme ça parce que, et après moi là, si à titre personnel, je pense que, enfin, j'ai pas l'impression que il y ait des formes qui soient meilleures que d'autres. C'est-à-dire que peut-être un spectacle en dispositif frontal dans une boîte noire pourra finalement modifier notre rapport aux animaux beaucoup plus profondément qu'une balade immersive. Enfin. Donc toujours dans cette idée aussi que... Et par contre, je pense que tous les leviers sont bons à prendre. Donc voilà, en fait... Donc par exemple, la forme chorale, je pense que ça peut être une forme intéressante. Après, est-ce qu'elle va répondre aux enjeux d'une manière qui est vraiment marquante, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ou parce que finalement, si elle devient trop littérale et trop évidente, on va dire « Ah oui, ok », et puis on va l'oublier. Enfin, c'est ça que je pourrais vous répondre si tant est que j'ai bien compris l'enjeu de votre question. Merci beaucoup, Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Le temps qu'une question arrive, je vais poser une question moi-même qui découle un petit peu de celle de William. J'ai été très intéressée par votre manière de décrire la manière dont l'art, l'esthétique peut agir sur le rapport au monde, les différentes stratégies que vous avez identifiées à travers la typologie de Weintraub. Et la manière dont vous avez pointé la spécificité du médium, donc dans son opérativité sensible et ses effets esthétiques. Et vous avez... En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que dans ces formes-là que vous avez pu observer, étant spécialiste du théâtre, est-ce qu'il y a certaines esthétiques, certaines justement formes qui vous semblent émerger actuellement ou dans les dernières années, spécifiquement autour de ces enjeux-là? Est-ce qu'il y a une esthétique de l'éco-poétique, ou bien est-ce que n'importe quelle forme peut se prêter tout autant à ces sujets? Alors, ce que je peux observer, je répondais en deux temps peut-être avec déjà la dernière question. Oui, je pense que n'importe quelle forme dans l'absolu peut se prêter à une relecture, en tout cas à une intention, on va dire, d'ordre éco-poétique, éco-critique. Je donne l'exemple, par exemple, on peut aujourd'hui relire dans une perspective féministe ou une perspective de genre, des œuvres qui sont très anciennes et qui sont très antérieures à la théorisation du genre ou l'invention du féminisme. Donc on peut, voilà, il y a tout un ensemble d'œuvres, on peut les relire dans une perspective éco-critique et faire apparaître des choses nouvelles. Voilà. Donc ça, pour le coup, ça me semble... la réponse est oui. Par rapport aux formes nouvelles que le souci de l'écologie pourrait faire naître, j'ai l'impression que c'est en train de bouger. Moi, ces dernières années, en fait, quand j'ai écrit le livre, un des problèmes que j'avais, c'est que je trouvais peu de spectacles intéressants. Et j'ai l'impression que c'est quand même en train de changer. Et de ce que je peux voir qui pourrait, comme ça, des formes nouvelles qui naissent de ce souci, il y a déjà de plus en plus, je trouve, de spectacles qui accordent une très très grande place à la matière. Alors c'est pas forcément la matière naturelle, hein. Il peut y avoir, oui, eau, terre, pierre, etc. Mais d'une manière générale, voilà, remettre aussi la matérialité au centre de nos attentions. Notamment à une époque où on est soi-disant à l'ère de l'immatériel. On sait bien que l'immatériel, ça repose en vrai sur énormément de ressources, en minerais rares, en énergie pour stocker et faire persister tous les clouds. Enfin, donc je pense qu'il y a cette idée de rematérialiser la scène et aussi de faire de la matière un vrai partenaire, c'est-à-dire de plus considérer la matière comme justement
une ressource à notre disposition, une chose inerte, passive, mais d'en faire un partenaire de jeu, d'explorer donc son agentivité, c'est-à-dire sa capacité à produire des actions et des effets. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez récurrent. L'autre chose qui apparaît aussi, c'est moins dans la forme du spectacle lui-même que dans son mode de production, mais ça va forcément impacter, puisqu'il y a de plus en plus d'artistes qui, à la suite de Jérôme Bel, alors je ne sais pas si vous connaissez l'effet Jérôme Bel. Jérôme Bel, c'est un chorégraphe français très connu et reconnu internationalement, qui a commencé sa carrière dans les années 90 et qui a vraiment explosé, en tout cas de début 2000, et qui aujourd'hui est une figure très très marquante et importante dans le champ chorégraphique contemporain. Et qui, alors je me rappelle plus exactement, mais peut-être déjà une dizaine d'années, a annoncé qu'il ne prendrait plus l'avion, ce qui était très très frappant pour un chorégraphe qui faisait vraiment partie du circuit de l'art international. Et donc, il a développé de nouvelles formes Ces spectacles, en fait, continuent à se jouer à travers le monde, mais il va faire des transmissions de partitions, il va faire des directions de répètes via Zoom. Alors, ça pose d'autres problèmes, mais il fait en sorte que ce soit pas son équipe qui tourne, mais en fait que le spectacle soit recréé avec des équipes locales. Et en fait, là aussi, il y a pas mal d'artistes, notamment de jeunes artistes aujourd'hui, qui essaient de réfléchir à comment continuer à faire que les œuvres circulent, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se replier sur son précaré, mais sans que forcément les artistes eux-mêmes circulent. Et ce que je trouve assez passionnant là-dedans, c'est que ça remet assez fortement en cause l'idée du génie créateur, enfin l'idée de l'artiste romantique, en fait. Et ça invite aussi à développer des partenariats de coproduction. Ça met en question aussi le chant. Donc, je ne sais pas quel type d'œuvres vont naître de ça, mais en tout cas, ça fait naître de nouveaux processus. Merci, c'est vraiment intéressant, cette transformation des conditions finalement de création et de présentation des œuvres, et comment ça appelle aussi à ce qu'il y ait un ancrage local. Donc aussi on peut imaginer des formes de médiation, d'atterrissage de ces œuvres-là, de transmission, de transfert, de co-création finalement, parce qu'il faut en quelque sorte recréer l'œuvre et donc le créer avec les équipes. Et par exemple, si j'ai une question que ça pose très fortement, parce que tous les théâtres évidemment disent mais c'est super votre projet, de vouloir effectivement juste là, enfin j'ai travaillé avec c'est justement les artistes qui m'ont présenté l'article de Sandra Lubert, des artistes belges, enfin franco-belges aussi, et ils travaillent sur un projet qui s'appelle Troisième Vague. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. c'est en fait c'est une métaphore, une image qui vient des marins. La troisième vague étant quand par gros temps, en fait, un bateau quand il y a une grosse houle, la première vague, s'il ne s'est pas fait complètement écraser, le bateau, enfin voilà, s'il n'a pas chaviré, il se prend la première vague, la deuxième, en fait, elle se gonfle de la première, et la troisième est celle qui est la plus dangereuse, parce d'abord, il y a l'idée qu'il y a une série de 3 vagues. La troisième étant la plus dangereuse puisqu'elle s'est gonflée de toute la puissance des 2 premières. Mais la deuxième vague, c'est le moment où le bateau a la possibilité de se repositionner pour se prendre la vague en ayant une chance d'y survivre. Voilà, donc c'est une métaphore de notre situation. Donc il postule qu'on est au moment de la deuxième vague. Et donc ce projet Troisième Vague, c'est vraiment essayer de se poser la question des petits pas qu'on est capable de faire en tant qu'individu, citoyen, consommateur. Donc, quels seraient ces petits pas qu'on peut faire dans le champ du spectacle vivant? Et c'est comme ça qu'il se développe l'idée d'un projet, en fait, avec plutôt ce modèle open source, où ils donneraient les textes, ils font une enquête. Et donc, tout ce projet éveille la curiosité, l'intérêt des structures. Ils disent, mais c'est génial, bien sûr, on veut soutenir, on coproduit. Mais par contre, chaque structure dit... Mais par contre, ça serait quand même bien que vous venez le faire, mais juste une fois chez nous. Et en fait, ils ont vraiment du mal, parce que l'idée, ça serait de dire que ce sont les lieux qui vont choisir les artistes qui, du coup, vont proposer une version de l'œuvre. Et il y a de la résistance du côté de la production, parce qu'évidemment, chacun dit, mais nous, on vous connaît, on vous veut, vous, artistes, on veut pas...
Voilà, donc après, le théâtre est aussi très, très en retard par rapport à l'art conceptuel dans le champ des arts plastiques, hein, mais voilà, ça pose quand même des questions aussi de résistance du milieu. Oui, de la légitimité, de l'attachement à la légitimité de la figure, de l'artiste, de l'octorialité de cet artiste. Est-ce qu'il y aurait une question sur Zoom? Non, une dernière question dans la salle? Oui. Bon, je vais rester ici, sinon je vais être trop petite. Ma question, elle n'est pas super formulée, mais j'ai eu un écho pendant un commentaire que vous avez dit par rapport à mesurer les résultats. Et mesurer les résultats, en fait, comment on ne peut pas vraiment savoir l'effet que les œuvres vont avoir. Et ça me fait penser à des collaborations entre artistes et scientifiques, qu'il y a beaucoup d'artistes qui cherchent à le faire, et des scientifiques aussi, parce que les apports des méthodologies différentes sont enrichissantes. Mais c'est sûr qu'il y a aussi les scientifiques qui ont différentes façons de mesurer les résultats, qui ont besoin d'avoir un résultat plus concret. Et je me demande si vous avez réfléchi à ça, à la médiation en fait, entre le travail des artistes et des scientifiques, pour arriver à communiquer qu'en tant que pratique artistique, on ne s'attend pas à savoir, à quantifier des résultats. Alors, j'ai envie de faire une double réponse parce que, en tant que chercheur en études théâtrales et directrice de labo, j'en peux plus des dossiers qui ne sont pas pensés pour nous. Donc, après, sur les relations avec les scientifiques, je pense que si des scientifiques vont travailler avec des artistes, là où ils ont tout de suite des résultats qu'ils peuvent observer, eux, c'est que ça va, en général, les déplacer, enfin souvent en tout cas les collaborations avec les artistes est recherchée par les scientifiques parce que la manière dont les artistes les interrogent et se saisissent de leur savoir les conduit souvent à formuler un peu différemment les questions ou à décaler le regard ou à faire apparaître de nouvelles choses. En tout cas, de ce que moi je peux connaître des collaborations art-sciences, c'est quand même souvent ça qui revient. Donc je dirais que ça, il y a un effet immédiat et dont on peut rendre compte. Après, je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il faut absolument, enfin, moi, s'il y a des scientifiques rétifs à la non-objectivation des pouvoirs des sciences humaines, je dirais, bah, écoutez, voilà, tant pis. Enfin, je pense qu'on est vraiment, à un moment, il faut admettre que tout n'est pas mesurable et tout n'est pas quantifiable. Tout n'est pas exact, et en plus je suis assez convaincue qu'un certain nombre de sciences qui se disent exactes ne le sont pas autant qu'elles le prétendent. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment oui, il en va d'un certain nombre de postulats ou de croyances, mais je pense que le champ des sciences humaines et sociales n'a aucun intérêt à absolument se fondre dans cet idéal ou impératif-là de mesure. Et encore une fois, pour la bonne et simple raison qu'on a toutes les mesures du monde sur l'état actuel des désastres climatiques, écologiques, et ça n'opère pas. Donc peut-être qu'à un moment, il faut peut-être se dire que les chiffres ne font pas tout. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'ils n'importent pas, parce que c'est évidemment capital qu'on ait des scientifiques qui font ces mesures, qui ont des données robustes, qui ont des statistiques, etc. Mais par contre, ce n'est pas adapté à toutes les choses. Et là, en l'occurrence, il s'agit, on va dire, d'un changement radical de culture, en fait, hein, de manière de penser le monde, de cosmologie, d'épistémologie. Et ben, on peut se dire qu'il faut s'allier avec chacun nos atouts et nos limites. Les limites des arts, des sciences humaines et en partie sociales, c'est que non, elles ne produiront pas des données qu'on peut mesurer. C'est comme ça. Merci beaucoup, Julie. Merci pour votre conférence. Merci pour cette période d'échange. Ça clôt notre séance de ce matin.
Je vous propose de prendre une pause, d'aller vous servir si vous souhaitez un café ou autre. Véronique et Jasmine et Isabelle sont ici si vous souhaitez leur parler, venir les voir pour leur parler de leur performance. Voilà, elles sont à disposition. Alors, merci beaucoup et à tout à l'heure. On se retrouve à 11h.